Bienvenue pour cette exploration du partenariat de défense qui se renforce entre le Maroc et Israël. C'est une alliance qui, c'est vrai, peut surprendre, surtout si on pense au contexte régional, à la question palestinienne. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu les motivations profondes derrière tout ça, en s'appuyant sur une analyse géopolitique inspirée notamment de ce qu'on a pu voir chez Terra Bellum. D'accord. Et pour bien saisir, il faut d'abord, je pense, regarder la toile de fond. Cette rivalité entre le Maroc et l'Algérie, elle est ancienne. Oui, historique même, avec des différences démographiques, économiques, politiques. Exactement, et puis il y a cette question qui reste très sensible, le Sahara occidental. Donc forcément, Rabat cherche à consolider ses positions, trouver des alliés. Et c'est là justement qu'Israël entre en jeu de manière assez centrale. Depuis la normalisation officielle, fin 2020, Israël est devenu un partenaire technologique et militaire vraiment clé pour le Maroc. La normalisation a donc été un accélérateur, où ça existait déjà avant, plus discrètement. Disons que ça a permis de rendre public, et sans doute d'intensifier, des coopérations qui étaient peut-être plus souterraines auparavant. Et cette accélération, elle est palpable, hein. Ah oui, concrètement. On voit des contrats importants signés, avec des grands noms israéliens, Israel Aerospace Industries, IAI, Elbit Systems. Elbit, oui, on en entend beaucoup parler. Oui, et Elbit a même annoncé vouloir implanter 2 usines au Maroc. Carrément. 2 usines. Pour produire quoi? A priori, des systèmes de défense aérienne. On parle du Barak MX, qui est très performant. Et sans doute aussi des drones. D'ailleurs, une autre boîte israélienne, Bluebird Aerosystems, a aussi confirmé qu'elle allait lancer une usine de drones au Maroc. Très bientôt. C'est ouf, c'est impressionnant. Et ça montre une ambition marocaine assez forte, non? Il ne s'agit plus seulement de, disons, combler un écart avec l'Algérie. Non, pas seulement. Ouais, parce que l'Algérie est mieux classée militairement, je crois. 26e contre 61e pour le Maroc en 2024 si on regarde le Global Firepower. C'est ça. L'écart est notable sur le papier, oui. Mais là, l'idée serait même de devenir à terme un exportateur d'armes. C'est ça l'objectif? C'est clairement une ambition affichée, oui. Développer une base industrielle de défense locale. Réduire la dépendance, à long terme. Mais bon, à court terme, il faut être réaliste. Les importations restent cruciales pour moderniser l'armée. Et c'est là qu'Israël pèse l'or. Il pèse de plus en plus lourd. On voit une diversification intéressante. En 2023, les États-Unis restaient le premier fournisseur. De loin, genre 69%. La France derrière, 14%. Et Israël? Israël est monté direct à la 3e place, 11%. C'est fulgurant en si peu de temps. Donc, moins de dépendance vis-à-vis des partenaires historiques comme les USA et la France. Exactement. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la Turquie, pour les fameux drones TB2, et même la Chine, pour certains équipements comme des missiles anti-chars. D'accord. Mais il faut reconnaître que l'apport israélien, en tournant sur les drones, a été décisif. La flotte de drones marocaine est aujourd'hui considérée comme la 2e d'Afrique, juste derrière l'Égypte. C'est pas rien. C'est clair. Mais alors, venons-en à un point plus délicat. Comment tout ça est perçu au Maroc, en fait? Parce qu'on sait que l'opinion publique est très majoritairement pro-palestinienne. Oui, c'est le grand écart. Il y a un vrai décalage entre la politique de l'État et le sentiment populaire. J'ai vu un sondage début 2024 qui disait que 78% des Marocains ne reconnaissaient pas Israël. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et c'est un vrai numéro d'équilibriste pour le gouvernement marocain. D'un côté, on voit parfois des manifestations pro-palestiniennes qui sont tolérées, jusqu'à un certain point. Mais de l'autre, Mais de l'autre, critiquer ouvertement la normalisation ou les liens avec Israël, ça peut coûter cher. On a eu des exemples d'arrestations pour des publications sur Facebook, par exemple. ça veut dire que pour Rabat, les intérêts stratégiques priment. Clairement. Tout à fait. La sécurité nationale, l'influence régionale, notamment en Afrique, c'est très important pour le Maroc, et puis, bien sûr, ce contrepoids face à l'Algérie. Tout ça semble passer avant la sensibilité de l'opinion. C'est de la réole politique assez classique, finalement. Une tendance qu'on voit ailleurs, dans le monde arabe d'ailleurs. Exactement. Les accords d'Abraham s'inscrivent dans cette logique. Mais ce n'est pas sans risque, évidemment. Quel genre de risque, par exemple? Premièrement, ça jette de l'huile sur le feu avec l'Algérie. Ça peut alimenter une course aux armements dans la région, ce qui n'est jamais bon. Oui, bien sûr. Deuxièmement, ça maintient une tension interne, une potentielle source de mécontentement, même si elle est contrôlée pour l'instant. Et troisièmement, ça crée une dépendance. Si jamais le conflit régional s'étend, si Israël est plus impliqué au Liban ou face à l'Iran, est-ce que les livraisons suivront? C'est une vulnérabilité. D'accord, c'est un pari risqué donc. C'est un calcul stratégique audacieux, oui. Rabat mise sur les gains en capacité militaire, en autonomie future, en influence,
Et pour l'instant, ça semble primer sur les risques politiques et l'opinion publique. Donc pour conclure, ce partenariat illustre bien cette tension permanente entre les impératifs stratégiques d'un État et la sensibilité de sa population. Exactement. C'est une réelle politique où la sécurité et l'influence régionale prennent le pas. Et ça nous laisse avec une question finalement. Jusqu'où un État peut-il aller dans des alliances stratégiques qui sont potentiellement impopulaires? Quelles seront les conséquences à long terme de cette stratégie marocaine, à la fois pour l'équilibre en Afrique du Nord et pour sa propre stabilité interne? C'est une question qui reste ouverte. Une question ouverte, en effet. Très juste.